Forte, je suis poète, designer graphique et designer typographique. Dans ma pratique, j'explore les marges des écritures numériques afin de concevoir des expériences de lecture inédites. Depuis 2020, je développe une thèse de recherche-création intitulée « Programme poétique, système typographique » sous la direction de Vincent Broca à l'Université Paris 8. Mon travail est de mettre en tension création poétique et création typographique au sein d'objets éditoriaux. Quand je parle d'objets éditoriaux, ce sont le plus souvent des livres, mais cela peut aussi être des affiches ou des objets imprimés. D'ailleurs, j'ai rapporté quelques objets qui ne sont pas forcément en lien à ma présentation, mais vous pourrez les consulter ensuite. Cela signifie que, pour chaque projet, pour chaque objet que je conçois, j'écris son contenu, je le mets en page, le vocabulaire, enfin on dit que l'on compose typographiquement, et je dessine la police de caractère utilisée. C'est donc à l'intersection de ces trois verbes, écrire, composer et dessiner, que j'opère. J'expliquais à l'instant que je mets en tension création poétique et création typographique. Cette mise en tension, je la crée par l'application de programmes, de systèmes. Je mets en place des protocoles, j'utilise des algorithmes, de la programmation dans l'ensemble de mon travail de création. C'est une pratique poétique instrumentée par les technologies numériques. Je souhaite vous parler de mon processus de création en vous présentant l'élaboration d'un projet inédit, encore en plein développement. Ce projet s'intitule Encyclopédie. C'est un livre de plusieurs centaines de pages, écrit par l'assemblage de fragments de texte prélevés sur des milliers d'articles wikipédiens. Cette méthode d'écriture par prélèvement, qui peut sembler atypique, est une approche récurrente dans mon travail de recherche-création et sera au centre de cette communication. Dans une première partie, je vous présenterai les évolutions de cette pratique d'écriture par prélèvement en revenant sur 3 projets réalisés au cours de ces dernières années. Et dans une seconde partie, je vous présenterai le processus de création du livre Encyclopédie. Cette seconde partie sera introduite par la lecture d'un extrait du livre. Il y a quelques années, j'ai déplacé ma démarche de designer graphique vers une pratique d'auteur. Je souhaitais développer une réflexion sur le contenu des livres que je mettais en page, expérimenter une mise en tension du fond et de la forme. Ce déplacement d'une démarche de design et une pratique poétique a soulevé une première interrogation. En tant que designer graphique, je manipule des textes dont je ne suis pas l'auteur. Néanmoins, dans les interstices de cette pratique, je sais par expérience que les choix éditoriaux que j'opère en tant que designer peuvent avoir un impact sur la réception d'un texte. Il réside alors un potentiel de création dans cette fine zone grise entre l'auteur d'un texte et celui qui en fait un livre. Je me demandais donc, me serait-il possible de développer une démarche d'auteur en appliquant les gestes d'un designer graphique, c'est-à-dire écrire en articulant des textes dont je ne suis pas l'auteur? D'une certaine manière, ce serait écrire sans écrire. Cette interrogation m'a guidé vers le travail de Kenneth Goldsmith et à son ouvrage Uncreative Writing. Il dit la chose suivante. Le monde est rempli de textes, plus ou moins intéressants. Je n'ai aucune envie de lui en ajouter un de plus. Cela semble la réponse qu'exige la nouvelle condition de l'écriture aujourd'hui. Face à une quantité accessible de textes sans aucun précédent, le problème n'est pas d'en écrire plus, mais plutôt d'apprendre à négocier avec ce gigantesque amas existant. Comment je me ferai mon chemin dans ce maquis d'informations? Comment je le gère? Comment je l'analyse et le distribue? Voilà ce qui distingue mon écriture de la vôtre. C'est ainsi que mon intérêt pour une pratique d'écriture par prélèvement, et plus particulièrement le prélèvement de fragments de texte collectés sur le web, a émergé.
D'un autre côté, la typographie étant au centre de ma pratique, une seconde interrogation s'est présentée. La typographie peut-elle devenir un élément signifiant de l'écriture? Serait-il possible d'écrire en ayant conscience de la dimension graphique, visuelle de l'écriture, en la façonnant à dessein? Cette dimension visuelle de l'écriture, c'est ce que le typographe suisse Jost Oruh nomme la connotation typographique, ou ce que Emmanuel Souchet identifie comme étant l'image du texte. Je vous montre ici une reproduction de l'article en question d'Emmanuel Souchet, l'image du texte pour une théorie de l'énonciation éditoriale. En 2017, Épanouissement personnel a été mon premier livre en tant qu'auteur. Ce livre a comme sujet le développement personnel et bien d'autres méthodes de coaching qui incarnent selon moi une insidieuse propagation du vocabulaire du management dans notre vie privée. Avec comme point de départ la recherche du mot-clé épanouissement sur Google, l'ensemble du livre a été écrit par le prélèvement de fragments de texte sur le web. Ces fragments proviennent d'une grande diversité de sites et leur statut est très varié. Articles de blog, commentaires sur les réseaux sociaux, publicités ciblées. Excepté l'utilisation du copier-coller, pomme C, pomme V, je n'avais aucune méthode particulière pour collecter ces fragments. Même si je n'ai écrit aucun texte de ce livre, j'ai développé une approche subjective et sensible du prélèvement. Je m'appuyais sur mes impressions et mes émotions pour sélectionner et assembler ces fragments. J'ai été surpris de découvrir à quel point une telle écriture par appropriation, qui a priori serait impersonnelle, pouvait laisser à la subjectivité une place si importante. Durant l'élaboration de ce livre, cette subjectivité a perpétuellement été tiraillée par le désir d'une approche plus systématique du prélèvement. En effet, il me semble que le web, mon ordinateur, les moteurs de recherche et tout ce qui fait l'écriture numérique invite selon moi un mode opératoire influencé par les logiques computationnelles. À l'issue de ce premier projet, à l'issue d'épanouissement personnel, la question qui subsistait était mais comment tendre vers une approche systématique de cette écriture par prélèvement? J'arrive à un second projet important dans le développement de cette pratique d'écriture par prélèvement. C'est cette affiche réalisée en 2018 pour l'Atelier national de recherche typographique et qui résulte de l'application d'un protocole d'écriture. En cherchant une approche systématique pour chaque aspect de sa conception, mon souhait était de réduire la part de subjectivité dans mon processus de création. J'ai appliqué manuellement un algorithme, c'est-à-dire un ensemble de procédures, de règles prédéfinies, afin de prélever sur le web les nombreux fragments de texte qui composent cette affiche. J'ai opéré manuellement ce qu'un ordinateur pourrait presque réaliser automatiquement. Je dis presque, car dans cet algorithme, il subsiste une marge d'interprétation qui rend la sélection des fragments soumise à ma subjectivité. Les fragments prélevés se répondent entre eux, leur assemblage est rythmé, il y a même une forme d'humour. Et c'est justement dans cette tension entre systématisation radicale, imposée par l'algorithme, et la richesse apportée par la subjectivité humaine, que se situe mon territoire d'expérimentation. Une évolution a aussi été faite dans ma manière de mettre en page, par l'utilisation d'une grille de composition rigoureuse et d'une police d'écriture sans empattement. Ce choix graphique s'appuie sur une étude du design graphique suisse de la seconde moitié du XXe siècle, connu pour sa conception rationnelle et pragmatique de la typographie, qui selon moi faisait écho à mon entreprise systématique. Je pense tout particulièrement au travail de Karl Gerstner sur cette double page de son livre Designing Programs. Il met en relation le coup de dé de Stéphane Mallarmé
la poésie concrète de Jeanne Gomringer, la une d'un journal anglais, et une affiche de Max Bill, afin d'illustrer ses propos concernant une approche intégrale de la typographie qui articulerait fond et forme. Néanmoins, appliquer cet algorithme manuellement reste long et particulièrement laborieux. Je fantasme l'écriture d'un livre très épais avec de nombreuses pages, constitué de milliers de fragments prélevés sur le web, mais je n'arrive pas à le faire manuellement. C'est bien trop complexe, cela me demande bien trop de travail. Suite à cette affiche, je me suis donc demandé, mais est-ce que les outils numériques me permettraient-ils d'automatiser mes gestes d'écriture? J'en arrive à un troisième projet, cette première partie, qui s'intitule Cryptic Journal. C'est un projet qui n'est pas encore édité. Petite précision, parce qu'on en parlait ce matin, j'auto-édite et je publie une grande majorité de mes travaux et que je diffuse via Internet, via les réseaux sociaux. Donc Cryptic Journal est encore en cours de finalisation. Et ce projet est le prélèvement automatisé de 2 décennies de grilles de mots croisés, publiées dans les pages du quotidien anglais The Guardian et à présent disponibles sur leur site. Tout ici, aussi bien la collecte du texte que sa mise en forme, est effectué automatiquement par l'utilisation d'un programme informatique que j'ai écrit. La grosse différence en fait entre le précédent projet, l'affiche, et celui-ci, c'est que j'ai appris à faire du code entre-temps. C'est ça la variable différente. Des mots croisés, je n'ai gardé que les définitions des grilles. Elles sont compilées de manière chronologique, sous la forme d'un journal de bord au contenu énigmatique. Cela s'appelle cryptique, car ce sont les grilles de mots croisés ayant le niveau de difficulté le plus élevé. Et contrairement aux 2 précédents projets, qui assemblaient des fragments hétérogènes, pour Cryptic Journal, un seul et même type de contenu a été prélevé. Cette standardisation du contenu réduit, selon moi, la part de subjectivité ou d'organicité caractéristique des précédents projets, qui provenaient de la sélection manuelle et subjective des fragments. À l'issue de ce troisième projet, je me demandais alors, mais comment injecter à nouveau de la subjectivité dans mon écriture par prélèvement qui a été automatisée? C'est cette question que j'essaie de résoudre avec le livre Encyclopédie que je vais vous présenter dans cette seconde partie. Et avant de vous présenter le processus de création de ce livre, je vais commencer par la lecture d'un extrait. Juste. Une encyclopédie est un ouvrage, livre, ensemble de livres ou documents numériques, de référence visant à synthétiser toutes les connaissances pour édifier le savoir et à en montrer l'organisation de façon à les rendre accessibles au public dans un but d'éducation, d'information ou de soutien à la mémoire culturelle. Basé sur des autorités ou des sources valides et souvent complété par des exemples et des illustrations, ce genre d'ouvrage privilégie un style concis et favorise la consultation par des tables et des index. Le terme a pris son sens moderne avec l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1772. Un livre est un document écrit formant unité et conçu comme tel, composé de pages reliées les unes aux autres. Il a pour fonction d'être un support de l'écriture, permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. La connaissance est une notion au sens multiple, à la fois utilisée dans le langage courant et objet d'études poussées de la part des sciences cognitives et des philosophes contemporains. Le savoir est défini habituellement comme un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles,
acquises par l'étude ou l'expérience. La mémoire culturelle désigne les souvenirs et les expériences immortalisées par les médias et les rites commémoratifs. Dans les revues, le sommaire comporte les titres des articles et les noms de leurs auteurs. Le sommaire des magazines et journaux peut parfois contenir un résumé de ces articles. Il est toujours placé en début de publication. Dans les versions informatisées, les titres renvoient directement au contenu par un hyperlien. L'index est un outil du livre, qui consiste en une liste organisée d'éléments appelés termes, personnes, lieux, concepts, titres, jugés pertinents par l'auteur, accompagnés de leur adresse, c'est-à-dire la place où ils sont évoqués dans l'ouvrage. Il permet au lecteur de localiser rapidement un élément dans l'ouvrage, sans être contraint de le lire intégralement. L'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est une encyclopédie française éditée de 1751 à 1772 sous la direction de Denis Diderot et, partiellement, de Jean Le Rond d'Alembert. Un document renvoie à un ensemble formé par un support et une information, le contenu, celle-ci enregistrée de manière persistante. Il a une valeur explicative, descriptive ou de preuve. Vecteur matériel de la pensée humaine, il joue un rôle essentiel dans la plupart des sociétés contemporaines, tant pour le fonctionnement de leur administration que dans l'élaboration de leur savoir. Témoin de son époque pour l'historien, pièce à conviction pour le juge, le document pose toujours le problème de sa véracité, mais plus encore de ce qu'il révèle indépendamment de son énoncé ou de son illustration. On appelle page chacune des deux faces d'un feuillet de papier, de parchemin ou d'une autre matière pouvant recevoir un texte ou des illustrations. Une notion est une connaissance, le reflet, dans l'esprit, d'objets réels et de phénomènes dans leurs caractéristiques et relations essentielles. C'est une connaissance élémentaire, souvent tirée d'observations empiriques. Elle est donc moins élaborée et abstraite que le concept. Cela s'applique essentiellement en philosophie. Au départ, prélever du contenu provenant de Wikipédia m'apparaissait comme une idée trop évidente, surtout après Cryptic Journal. Avoir chiné 2 décennies de définition de mots croisés avait quelque chose de singulier que travailler avec Wikipédia ne semblait pas avoir. Cependant, Wikipédia répond à plusieurs contraintes de création. Déjà, sa structure systématique de ses pages, et donc de son code HTML, facilite le prélèvement automatique effectué par un script. De plus, l'immense quantité d'articles disponibles laisse la possibilité de faire un livre de 500 ou 1000 pages si j'en ai envie. La rédaction des articles de Wikipédia est cohérente, c'est-à-dire une fois assemblés, les fragments de texte pourront former un seul et même texte relativement cohérent. Et, point très important, derrière chaque article de Wikipédia, même si la rédaction est cohérente d'un article à l'autre, il y a un auteur, c'est-à-dire la subjectivité d'un auteur qui agit. Et c'est justement cela, ce rythme, cette organicité que je pensais avoir, que j'avais peut-être perdu dans mon précédent projet et que je pourrais peut-être retrouver par ce biais-là. Et enfin, point très important, la plateforme est facilement accessible par un robot, donc je peux facilement automatiser mon écriture. Ce qui défile derrière moi sur l'écran, c'est la simulation de mon protocole de prélèvement, c'est-à-dire ce que le robot fait. Je vous le simule à la main, et voici le principe de prélèvement que j'ai développé. Sur un article Wikipédia, le premier article que je consulte, c'est celui de l'encyclopédie. Prélever le premier paragraphe d'un article Wikipédia. Dans ce paragraphe, lister tous les hyperliens qu'il contient. Ensuite, visiter la page de chaque hyperlien précédemment listé.
Et sur chaque page visitée, chaque page de chaque hyperlien, je répète l'étape 1, c'est-à-dire je prélève à nouveau le premier paragraphe. Et l'opération se répète ainsi de suite. Il collecte à nouveau d'autres hyperliens qui ouvrent d'autres pages, et il collecte à nouveau le premier paragraphe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, très concrètement, c'est l'algorithme. En haut, vous avez le code, et en bas, on a ce qu'on appelle le terminal, qui montre les fragments de texte qui sont en train d'être prélevés. Et donc, cette opération de prélèvement est répétée jusqu'à collecter une quantité de texte qui me semble suffisante pour faire mon livre conséquent. Si une page a déjà été visitée, elle n'est pas visitée une seconde fois afin d'éviter les doublons. Et pour vous donner une idée de ce que représente cette automatisation de l'écriture, le prélèvement de 5000 fragments de texte différents, donc 5000 articles Wikipédia différents, demande au script un temps de prélèvement d'environ de 2 heures. Ensuite, cette collecte est enregistrée dans une base de données. Vous voyez derrière la base de données. Et on termine la première étape de création qui était la collecte pour passer à une deuxième étape qui est l'édition de ces fragments. Nous pourrions affirmer que les fragments de texte prélevés ne devraient pas être retouchés, ils devraient rester intacts tels qu'ils ont été rédigés par leur auteur. Mais en pratique, ces fragments de texte nécessitent quelques subtils ajustements afin que je puisse en faire un livre. Ils peuvent comporter notamment des erreurs apparues lors du prélèvement. Cependant, les fragments originaux ne sont pas altérés, ils ne sont pas modifiés. Une copie de chaque fragment est faite, et c'est cette copie qui est modifiée. Ainsi, il m'est toujours possible de revenir au fragment original au cours du processus d'édition. Il y a donc sur la vidéo, sur la capture d'écran, d'ailleurs 2 colonnes. Une colonne qui s'appelle HTML, c'est le fragment de texte qui est original, et à côté la version edit qui est le fragment de texte modifié. Dans ce texte prélevé, qui est au format HTML, donc qui comporte plein de balises de code, il m'est nécessaire de supprimer toutes ces balises afin de pouvoir rendre le texte lisible. Ces modifications sont apportées par un script. À nouveau, là, je fais intervenir un deuxième élément de code afin de modifier tous les fragments de texte d'une manière systématique, globale. Cependant, certaines corrections ne peuvent être automatisées. Chaque fragment est donc relu, corrigé manuellement si c'est nécessaire, le plus souvent pour des petits détails de ponctuation. Et là, on se retrouve en fait dans une étape assez proche de la relecture de l'édition, enfin de la rélecture d'un livre classique dans le milieu de l'édition. Françoise parlait dans sa communication de la nécessité de concevoir des outils intermédiaires facilitant son travail. Ici, nous sommes tout à fait dans un contexte similaire. Je vous présente ici une page web que j'ai programmée qui me permet de faciliter cette étape de relecture du texte. Nous voyons en haut le fragment original au format HTML et en dessous celui qui est modifié avec à chaque fois le numéro du fragment correspondant afin de s'y retrouver. Donc, pour accompagner et faciliter cette étape d'édition, un outil spécifique a été pensé. Nous sommes loin ici de méthodologie d'écriture applicable dans un logiciel de traitement de texte conventionnel. Ensuite, les fragments de texte sont exportés les uns à la suite des autres afin de former un long flux de texte. Et nous passons alors de l'étape de l'édition à l'étape de la mise en forme, c'est-à-dire la création du livre à proprement parler. J'ai inclus des balises dans mon texte pour indiquer le gras, le souligné ou l'italique, des informations typographiques héritées des articles de Wikipédia. Et ces balises, donc, elles sont ici sur l'écran que vous voyez, et elles me permettent d'appliquer automatiquement ma mise en forme dans mon logiciel de mise en page.
Je vous le dis, je le montre, je l'explique parce que c'est une pratique en fait assez inhabituelle par rapport à la manière dont on travaille pour faire un livre. Normalement, c'est des choses qu'on applique à la main. Donc là, ce que je veux souligner, c'est que l'utilisation du code, de la programmation, intervient aussi dans la manière même de mettre en page, de faire du design graphique, au final, ce qui est assez inhabituel des pratiques professionnelles. Toujours dans cette question de mise en page, pour encyclopédie, la police de caractère que j'ai utilisée s'appelle Perloff. C'est une police que je dessine depuis plusieurs années maintenant. Son nom est une référence à l'auteure et critique américaine Marjorie Perloff. Dans son ouvrage An Original Genius, elle développe une approche non originale de la création littéraire. Ce livre est central dans mon travail de recherche-création et ses réflexions sont proches de la démarche de Kenneth Goldsmith que je citais en début de communication. Pour concevoir le Perloff, je m'appuie sur deux caractères suisses de la fin des années 50, l'univers et l'Helvetica. Ces polices de caractères, qui sont formalement relativement proches, sont des icônes incontournables de la typographie. Elles ont durablement marqué l'histoire du design graphique. En typographie numérique, le dessin d'une police de caractère est défini mathématiquement par un tracé vectoriel. Il est donc tout à fait possible d'effectuer des opérations, des calculs sur le dessin des lettres. Donc, à partir des fichiers numériques de l'univers et de l'Helvetica, je ne dirai pas comment j'ai récupéré ces fichiers dans les bas-fonds d'Internet, mais il me semble que ça fait aussi partie du processus. J'ai effectué ce qu'on appelle une interpolation. Pour chaque lettre, j'ai déterminé mathématiquement la forme moyenne de ces deux polices de caractère. Et le Perloff, que j'utilise dans mon travail, est le milieu mathématique de ces deux icônes de la typographie que sont l'univers et l'Helvetica. Et du coup, ce que vous voyez derrière moi, donc je montre, alors ça va se mettre en route, ça va osciller. En fait, ça c'est l'univers, là il passe à l'Helvetica. Vous voyez, c'est ça l'interpolation. C'est la transformation d'une forme à une autre. Et en haut, il y a le curseur, et le Perloff est situé au milieu des deux, mathématiquement, ni plus ni moins. On va dire, il n'y a aucune création là-dedans. Et cette méthode de dessin de caractère va totalement à l'encontre de ce qui est convenable de faire en tant que designer typographique. Cependant, c'était selon moi une application pertinente des idées de Marjorie Perloff au champ de la typographie. Cette exploration des écritures numériques a entraîné une évolution, une mutation de mes gestes de création. Je suis passé d'un artisan qui façonne avec sensibilité son texte pour épanouissement personnel à un coordinateur de la conception du livre, une sorte de chef d'orchestre qui fait varier différents paramètres afin de générer le livre encyclopédique. Là où je recherchais davantage de subjectivité, d'organicité dans l'automatisation, je suis finalement arrivé à un rapport à l'écriture différent, tout à fait nouveau dans ma pratique. Si on veut, je ne suis pas arrivé là où je pensais arriver. Je suis donc encore en train d'expérimenter cette écriture. C'est une expérience assez récente et je dirais que je ne me suis jamais autant senti à distance de l'écriture d'un texte, comme si j'avais définitivement délégué l'écriture à d'autres personnes. Je vous remercie.